Bienvenue au Pas Sécure épisode technique. Je suis accompagné de Gabriel. Bonjour, Gabriel Chabot, consultant cybersécurité pour KPMG Canada, spécialisation Microsoft 365 et sécurité des courriels. Donc, ça me fait plaisir d'être avec toi, Nicolas, aujourd'hui. Oui, puis on va aller sur le volet vecteur d'attaque courriel ou avancé, tout dépendant comment on veut regarder ça. Là. C'est, dans certains cas, je trouve pas si avancé que ça, mais c'est juste parce que c'est peut-être trop facile, c'est maintenant. Ben, je vais te laisser amorcer ça parce que on t'a une panoplie, puis je vais te laisser surtout l'introduire, les volets associés à ça. Ben oui, excellent. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on voulait parler des différentes techniques utilisées dans le phishing. Certains sont assez communes, sont vus souvent, sont peut-être plus connus par les utilisateurs. D'autres qu'on voit moins souvent, qu'on peut considérer plus avancés ou peut-être qui sont moins à la mode en ce moment. Donc, parfois, ça peut permettre une exploitation. Fait qu'on va faire un tour aujourd'hui. On va nommer toutes sortes de techniques, faire des références un peu à ce qu'on voit sur le terrain. Donc, de mon côté, du côté de Nicolas aussi, on voit des exemples dans la vie réelle de ce qui se passe. Donc, on va commencer tout de suite avec la base. Dans le fond, on connaît un peu la base là, du phishing. Faut souvent exploiter quelque chose qui est connu, quelque chose qui est de confiance, puis il y a souvent une notion d'urgence aussi qui vient avec ça. Donc, c'est ces trois facteurs là, qui aident à faire passer le phishing, qui aident à faire ignorer des fois des signaux d'alarme. Des fois, après exploitation, on dit ben voyons, c'était évident, mais on joue sur les sentiments là, pour créer un peu de brouillard autour de la situation, puis que les gens soient portés à cliquer, à télécharger plus rapidement. Social Engineering 101, la majorité des attaques se passent les lundis. On peut voir sous forme de graphique avec les jours de la semaine qu'on a environ 30% des attaques les lundis. Puis ensuite, ça diminue de façon assez linéaire le mardi, mercredi, jeudi. Puis évidemment, il y a beaucoup moins d'activités la fin de semaine. Par contre, au niveau des messages malicieux, on a quand même souvent un certain volume qui est envoyé le dimanche. Comme ça, dès l'arrivée au bureau lundi, ça nous attend dans notre boîte courriel. Le lundi matin, on est fatigué. Souvent, ça nous tente un petit peu moins d'être assis à son bureau. Puis là, on a une tonne de courriels à vérifier. Donc, c'est un bon moment là où profiter d'un manque de vigilance. Oui, surtout quand on a un haut volume de courriel le lundi matin, là, on est un peu découragé. Puis là, on est juste de passer à travers, surtout que, ouais, c'est ça. Effectivement, ça diminue la vigilance, ça diminue un peu parce qu'on veut se débarrasser aussi le plus rapidement possible de tous ces courriels-là pour commencer la semaine un peu plus la tête claire, mais finalement, on va peut-être tomber plus propice à tomber justement dans le piège. Exactement. Il y a aussi une tendance qui est assez triste pour nos collègues qui sont à la défense, qui sont au SOC. À chaque année, dans le temps des fêtes, le 2 semaines avant, 2 semaines après Noël, c'est les périodes où il y a le plus d'exploitation, où il y a le plus haut volume de courriers malicieux, de tentatives d'attaque. Donc, c'est vraiment, on essaie chez les attaquants de profiter là, des moments où les employés sont plus fatigués, sont moins vigilants. On la tête ailleurs parce qu'on se prépare aux vacances, on se prépare à partir du bureau pour les congés du temps des fêtes ou l'été. Donc, c'est des moments où... Ouais. J'ai vu beaucoup de spear phishing pendant avant les fêtes, justement, ou pendant les fêtes, ce qui cible certains gestionnaires et des éléments comme ça. Fait que vraiment des attaques beaucoup plus ciblées dans ces périodes-là, qui sont d'ailleurs plus difficiles à détecter parce qu'ils sont mieux designés que du phishing qui est fait de façon plus large ou comme pêcher la dynamite, là. Mais dans ce cas-ci, là, on est vraiment plus, fait que c'est d'autant plus difficile, surtout que ces gestionnaires sont surchargés en général, sont dans le temps période des fêtes, ils veulent aussi passer à autre chose, fait qu'ils veulent comme se débarrasser de tous ces éléments-là. Fait que oui, dans le temps que j'étais dans un SOC, on avait le malheur de devoir faire des enquêtes courriels la fin de semaine parce que les congés des fêtes, justement, pour malheureusement contrer ces attaques-là. Là. Ouais, ça, effectivement, souvent les managers, directeurs, tout ça, c'est des gens qui ont beaucoup de responsabilités. Puis quand on arrive avec une attaque qui est assez ciblée, assez préparée, puis qu'il y a une notion justement d'urgence, et que c'est pendant une période de congé, ben souvent les personnes vont pouvoir régler ça rapidement pour pouvoir
continuer ses vacances la tête tranquille. Donc, c'est une bonne période pour exploiter là, un manque de vigilance. Dernièrement, on a parlé ensemble du démarque et des protocoles sous-jacents SPF, DKIM, donc comment l'absence ou une mauvaise configuration au niveau démarque SPF, DKIM permet d'usurper un domaine. Qu'on repassera pas à travers tout ça, mais c'est quand même une base d'une bonne attaque pour tous les domaines qui n'ont pas une bonne configuration de démarque. Ça va être une des meilleures façons de les avoir, c'est avec une attaque là, qui fait une usurpation de leur domaine pour eux ou pour leurs clients et partenaires. Ça arrive malheureusement trop souvent. Encore récemment, j'en ai eu 2 récemment qui sont venus nous consulter pour une exploitation chez leurs partenaires venant supposément de leur domaine. Donc, un fameux business email compromise, détournement de fonds avec changement de numéro de compte. Donc, quand l'adresse courriel est 100% bonne, étant donné qu'on peut faire l'usurpation de domaine, ça, c'est un des meilleurs vecteurs d'attaque pour ne pas éveiller le soupçon parce que c'est la première chose qu'on apprend aux gens, c'est de vérifier que l'adresse est la bonne. Donc, si l'adresse est la bonne, on va skipper après ça les autres vérifications, les autres drapeaux rouges que pourrait contenir le courriel. Ouais, je l'ai vu souvent. Heureusement, mais c'est en train de changer. Au Québec, on est un peu, dans la francophonie en général, on est un peu immunisé parce que la façon qu'ils utilisent, ils vont réutiliser un courriel et rajouter un message en anglais dans une conversation qui est en français. Fait que ça nous sauve-ish, on est un peu plus vigilant. Mm-hmm. Mais oui, je l'ai vu beaucoup de compagnies, de partenaires d'affaires qui se font avoir, qui se font attaquer, qui ont probablement un rançon logiciel en cours. Puis on reçoit des courriels de façon assez massive, puis on doit informer le dit partenaire, dit là, ça va pas bien chez vous, réglez vos affaires parce qu'on reçoit beaucoup d'affaires néfastes de chez vous autres. Faut opérer au niveau du stock, c'est beaucoup de travail pour intercepter ça puis faire ça, puis aider nos utilisateurs à être plus vigilants, de s'assurer que la communication demeure légitime, même si est habituelle. Mm-hmm. Ouais, ben, tu faisais référence aussi à un scénario qui va contourner même un domaine où le démarque est en place. S'il y a une compromission vraiment chez le client ou le partenaire, c'est une des premières choses qui va être exploitée, là, la redirection de courriel ou la réponse à des chaînes de courriel existantes. Comme tu le dis, heureusement, vu qu'on travaille en français, ça peut rendre la tâche plus difficile aux attaquants de rentrer dans le bon contexte, le bon ton de conversation en français. Et souvent, au niveau d'automatisme, ça va être des envois massifs qui vont être détectables. Un attaquant mieux préparé va être plus subtil puis va envoyer seulement quelques courriels bien choisis à quelques conversations de choix là, qui vont permettre d'exploiter, de faire des détournements de fonds ou autres. Une autre façon aussi d'envoyer un courriel en faisant de l'usurpation de domaine, c'est via des services cloud. Des services de stockage cloud, des services de comptabilité cloud, des services de gestion d'agenda, de prise de rendez-vous. On fera pas la liste exhaustive ici. Je vous invite à faire vos recherches sur lesquelles de ces plateformes vous permettent de configurer votre soi-disant domaine pour faire l'envoi sans vérifier que vous êtes bien propriétaire du domaine. Il y en a malheureusement encore beaucoup de disponibles qui permettent de faire ça. Évidemment, soyez vigilants. Si vous voulez vraiment le tester, ça risque d'être techniquement illégal de le faire. Ça risque d'être couvert par leurs Terms and Conditions, les Terms of Service. Donc, techniquement illégal, mais quand même possible pour les attaquants. Donc, ce qui revient souvent en ce moment à la mode, on a les faux documents DocuSign. Ça, c'est beaucoup de volume de ça en ce moment. Donc, on a une belle présentation avec l'esthétique DocuSign, avec un beau bouton. Cliquez ici pour voir les documents qui pointent évidemment pas vers DocuSign. Les attaquants doivent se renouveler régulièrement parce qu'un URL qui pointe vers un contenu malicieux est détecté puis est marqué à peu près à tout jamais là, dans les engins antivirus et de scan de courriel. C'est pas une information aussi qui est partagée entre vendeurs. Là. Ça, au moins, malgré la compétition dans le domaine, il y a quand même beaucoup de partage de threat intel, comme on dit, donc de cyber-renseignements à propos des files hash et des URL malicieux.
Mais en envoyant en envoyant des liens, des URL différents à chaque itération de campagne de phishing, ils sont capables d'avoir quand même beaucoup de victimes. Ouais, puis je dirais, là, ce que j'observe énormément, c'est depuis le confinement avec l'explosion d'usage de Teams, Zoom et ainsi de suite, ces URL-là, avant, qui étaient facilement détectables, sont beaucoup plus difficiles pour l'utilisateur à détecter maintenant parce que les URL de Teams sont dégueulasses. Puis on n'est pas capable de déceler les éléments légitimes à l'intérieur dessus facilement. Puis encore moins pour un utilisateur qui est pas en TI, là, il est vraiment à l'intérieur, c'est impossible. Même chose quand on fait des partages de Dropbox, pour en nommer certains, des partages en SharePoint, OneDrive. On peut réussir à détecter en SharePoint, OneDrive si l'organisme d'origine à cause du nom de domaine, du nom qui est dans le nom de domaine, mais encore là, les gens ne connaissent pas le nom caché des organisations. Fait que c'est difficile de savoir si c'est réellement. Puis ensuite, on fait juste tricher, on crée un faux domaine SharePoint, M365 avec juste une variante, puis après ça, c'est foutu. Tout le monde tombe dans le piège, puis on n'est pas capable de déceler facilement. Puis c'est tout le travail de détection. Là, c'est la force, c'est le poids est sur les fournisseurs, autant de stockage en ligne que des solutions d'antivirus ou de détection en général qui, heureusement, s'échangent du trait tel, mais au volume en même temps, ça devient difficile de toujours être à la course parce que ces URL-là changent très, très rapidement. Ah ouais, exactement. Faut oublier que la plupart de ces actions-là sont automatisées, hein, donc c'est évidemment le changement se passe très rapidement. Difficile de garder le dessus sur le volume. Puis je vais faire un pont justement puisqu'on parlait de OneDrive ou de Dropbox. On a clairement tous entendu parler de la nouveauté chez Google d'avoir décidé de vendre à travers son Google Domains, vendre le .zip en tant que top domain level disponible. On s'entend que c'est quand même assez risible, assez drôle comme situation. Ouais, ma question de base, c'est pourquoi? C'est quoi l'utilité de ces noms de domaine-là? La première question fondamentale, c'est pourquoi faire ça? Je vois pas l'utilité technique associée à ça, mais en même temps, bref. Bref. Ouais, c'est ça. L'argument de Google, c'est aller voir sur leur site puis ils disent inspirer la notion de vitesse avec le point zip, parce que pour eux, c'est comme le son zip, là. Les choses qui vont vite, comme une voiture qui va vite, zip. Mais ça apporte une technique. Bon, peut-être que ça va pas faire long feu, là, étant donné que tout le monde en parle en ce moment. Ça risque d'être rapidement pris en charge par tous les logiciels de filtrage courriel et antivirus et ainsi de suite. Mais une technique assez intéressante avec les domaines en .zip, c'est qu'on peut utiliser un ancien protocole avec le HTTPS, avec HTML, où on va envoyer un nom d'usager et un mot de passe à travers l'URL vers un domaine. Donc, on va faire notre site web en .zip qu'on va appeler par exemple attachment.zip ou c'est NVIDIA driver patch la date.zip. Donc ça, c'est notre site, c'est notre URL. Puis on va envoyer HTTPS en tant que username avec un 2 points. Donc dans ce mécanisme-là où on envoie un nom d'usager, lorsqu'on a un 2 points et un A commercial dans un URL, tout ce qui est avant le 2 points et le username et tout ce qui est entre le 2 points et le A commercial et le mot de passe, évidemment, qui est envoyé en clair, là, c'est un très vieux protocole qui est encore pris en charge. Et là, on envoie username password à la page NVIDIA driver patch, la date jour.zip. Donc, c'est une façon où on peut vraiment prétendre être un site vraiment légitime sans faire aucune substitution de caractère. Là, on peut donc écrire Microsoft, GitHub, tout ce qu'on souhaite écrire sans faire de substitution de caractère, sans mettre de punicode ou de trucs avancés comme ça. En fait, il y en a seulement qu'un qui est nécessaire, c'est au niveau des les slash. Donc, si on viendrait mettre un slash en tant que tel, comme ça prend HTTPS // le navigateur essaierait d'aller chercher un path, donc ça causerait un problème. Donc là, on va utiliser un Unicode character qui est presque identique au slash, qui est vraiment impossible à détecter à l'œil nu. Mais pour le reste, le Microsoft ou le GitHub, PayPal peut être écrit mot pour mot sans aucune substitution.
Bref, une technique là, qui risque de faire quand même quelques victimes là, dans les prochains jours. Un autre soupçon aussi qui provient de ça, c'est la tendance de plusieurs logiciels ou plateformes de réécrire tout ce qui est avec un point non de top domain level, de les réécrire comme des liens. Donc, partout où on aurait pu écrire un autre fichier .zip va potentiellement automatiquement devenir un lien. Donc, en ce moment, attachment.zip est un Rickroll. Il a été acheté, il a été configuré pour créer un Rickroll, mais ça pourrait très bien là, devenir des attaques là, très dommageables en utilisant certains noms de fichiers communs qu'on pourrait retrouver dans Internet. Bref, une petite parenthèse sur cette nouveauté. Prochaine technique assez intéressante aussi, les fameux fichiers EML, les fichiers courriels qu'on peut mettre en pièce jointe. On voit souvent ça dans le monde de la business. On prend une série de courriels de discussion, on la download en EML, puis on la remet en pièce jointe dans une autre chaîne de conversation. Ces fichiers EML-là sont souvent moins bien scannés ou une moins bonne détection à l'intérieur. Donc, parfois, le courriel est parfaitement propre, contient juste du texte, et c'est l'attachment en EML qui, lui, va contenir les URL malicieux. Dans celui-là aussi, c'est plus facile de forger l'apparence du courriel, donc d'aller montrer le logo de la compagnie juste à côté, à l'entête et tout ça. Donc, on pourrait même aller forger complètement toutes les headers. Donc, si on va vérifier les headers de ce courriel-là, ça peut être forgé de A à Z parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'interaction de serveur courriel pour dire est-ce que le démarque est valide et tout ça. Donc, on pourrait faire à croire que c'est un vrai message de Microsoft qui était 100% légitime. C'est assez brutal, celle-là. Ça, moi, je l'ai jamais vu comme attaque dans la nature. Mais j'ai très hâte de voir comment tout ça va trouver être intercepté par les logiciels qui nous servent à nous protéger ou les filtres anti-spam. Ou en général, c'est plus à l'interne qu'on s'échange des EML. J'imagine que genre un collègue s'est fait avoir puis nous envoie des EML, ben là, on pourrait être facilement tomber dans le piège. Puis justement, puis de toute façon, qui va voir les entêtes? Là? Très sérieusement. Je connais pas tellement de logiciels qui vérifient que le démarque est brisé ou des choses comme ça. Là. Il y a vraiment juste dans Proton qui me l'affiche ouvertement quand le courriel arrive d'un domaine qui est mal configuré au niveau du démarque. Là, puis là, il m'avertit puis des éléments comme ça. Mais encore là, c'est plutôt rare qu'on a ce genre d'informations-là qui sera à l'utilisateur. Généralement, on va, comme organisation, parce qu'il faut que les courriels se rendent jusqu'à un certain point, on va laisser passer, malheureusement, des courriels qui ne devraient pas, dans ce genre de circonstances-là, passer. Oui, exactement. Il y a souvent une tendance à être un petit peu plus relax sur les settings anti-phishing, anti-spam par peur de perdre un courriel important, de perdre la business à cause d'un filtrage trop strict. Puis justement, si jamais il y a quelque chose qui est bloqué en quarantaine, ben l'analyste de sécurité pourrait regarder rapidement puis voir que bon, toute l'authentification est correcte au niveau des marques, toutes les headers semblent beaux. On ne peut pas nécessairement suspecter qu'il y a eu que ces entêtes-là sont complètement forgées à l'intérieur de la pièce jointe. Technique similaire aussi s'appelle le ARC spoofing. ARC, on n'en a pas parlé dans notre épisode sur le démarque. Ça s'inscrit dans le même décor, dans le même type de protocole. ARC, c'est une chaîne d'approbation des récipiendaires. Donc, dans le fond, quand un courriel doit faire plusieurs sauts, des forwardings, et ainsi de suite, avant de se rendre au récipiendaire final, c'est que le SPF résiste pas au forwarding. Donc, quand on fait un forwarding d'un message, l'IP de l'expéditeur devient l'IP de la personne qui a fait le forwarding ou de son système cloud comme Exchange Online. Et en même temps, on a la signature d'Ekim, elle va survivre au forwarding. Mais en gros, ARC, ce que ça fait, c'est que ça prend au premier saut, le serveur va dire « Je reconnais que SPF et Ekim étaient valides.
on refait une signature d'IKIM, on renvoie le message, la prochaine personne dans la chaîne dit le premier m'a dit que les 2 signatures étaient bonnes, le DKIM entre lui et moi est encore bon, je renvoie. Donc on peut faire une chaîne comme ça, puis acknowledge que le message est parti du bon expéditeur d'origine au premier saut, puis que tout le long de la chaîne, on a eu des signatures d'IKIM qui étaient valides, donc on n'a eu aucune interception, aucune falsification du message pendant toute sa trajectoire. Donc, c'est un protocole qui est quand même utile. Cependant, on peut injecter les header arc, des faux header arc pour faire accroire à une fausse chaîne de forwarding. Et donc là, c'est une façon d'avoir les analystes ça, qui est d'avoir aussi peut-être les particuliers qui sont un petit peu plus aguerris puis qui veulent vérifier les headers pour être certains. Mais là, tu vois plein de SPF pass, des Kim pass, puis là, les headers sont remplis de ça. Fait que, bon, ça a l'air correct. Le rentrer dans un logiciel d'analyse d'headers probablement ferait ressortir certaines erreurs, certaines incongruités, mais rapidement à l'œil, ça inspire la confiance parce qu'on voit des passes partout. Après ça, si on retourne à des vecteurs d'attaque, des techniques plus de base, mais que c'est important de rappeler, on le sait qu'on peut changer le nom de la personne qui envoie le fameux from dans un message qui est techniquement ce qu'on appelle le header from, celui qui est visible dans en général tous les clients courriels. Donc on peut montrer notre nom, on peut rajouter un prepend ou un append à notre nom. On peut se faire passer pour le financial support, pour le service desk, pour des trucs comme ça. Et là, l'adresse courriel qui va suivre généralement entre chevrons, donc entre le fameux signe plus grand que, moins grand que, là, les chevrons. Donc, à l'intérieur de ça, on a l'adresse, la véritable adresse. Ben, il y a une technique quand même brillante, consiste à mettre une adresse entre chevrons dans son nom, dans son display name. Donc, on peut se faire passer pour un CEO d'une compagnie, puis mettre la vraie adresse de cette personne-là avec son vrai nom de domaine de la vraie compagnie entre chevrons. Donc, à la suite de ça, on va avoir une autre ouverture de chevron avec la vraie adresse d'envoi. Donc, ça, c'est quand même une technique qui fonctionne bien. Quand je demande à mes collègues ce qui fonctionne le plus, ils disent souvent gmail.com. N'importe quelle adresse à gmail.com avec le nom, le display name modifié, c'est étonnant à quel point ça passe, mais ça, c'est... Mais c'est fou que les gens se fassent savoir aussi facilement que ça. Mais en même temps, tu sais, je vais mettre le blâme un peu sur les clients courriels qui escamotent beaucoup, enlèvent beaucoup la complexité visuelle, fait qu'ils simplifient énormément. Mais en même temps, la plupart des gens, justement, sont habitués de voir les chevrons, puis pour eux, OK, celui-là, il n'est pas reconnu, je vois les chevrons, c'est pas grave. Là, tu sais, là, je pointe Outlook, par exemple, qui est un très bon en termes de reconversion d'un nom comme ça. Mais tu sais, le client Proton fait la même chose, puis tu sais, pour le client web. Donc, dès lors, on ne le voit pas. Fait que là, on le voit quand la personne n'est pas reconnue, mais en général, on a un ou l'autre, mais on n'a jamais les deux en même temps. Fait que là, le fait que ça soulève ça vient juste comme discarter là, ce qu'on a vu, puis on fait juste envoyer en chevron, c'est bon, c'est correct, ciao, bye. Là. Ouais, ben c'est ça. Puis à un moment donné aussi, la ligne commence à être longue. Donc parfois, la vraie adresse se retrouve comme cachée, se retrouve trop loin dans l'écran pour que ça soit lisible. Donc c'est une technique très simple, mais malheureusement là, assez efficace. Tu parlais aussi des logiciels ou tu sais les plateformes qui nous aident pas là-dessus. Ben le fameux mail from, le vrai SMTP from. Si les plateformes continueraient à nous le montrer, ou les clients lourds desktop continueraient à montrer la vraie adresse SMTP versus l'adresse header from, celle qui est dans, si on veut faire la référence aux lettres, là, on va faire la distinction entre qu'est-ce qui est sur l'enveloppe versus qu'est-ce qui est écrit sur la lettre. Sur la lettre, je peux écrire ce que je veux. Si on continuerait à nous montrer les deux, on pourrait éviter beaucoup d'attaques parce que ça lève la suspicion. Après, bon, les gens sont malheureusement habitués de voir aussi des différences parfois entre l'adresse SMTP puis la vraie adresse, l'adresse qui est présentée sur la lettre. Fait qu'on peut utiliser des noms de domaine qui inspirent la confiance. Donc avec des Unicode qui ont l'air comme le domaine d'origine, mais qui sont pas les domaines d'origine. Ça, celle-là, elle est assez brutale. Là.
J'ai pas essayé. Je sais pas si je l'ai vu. Parce que j'ai pas vu de détection spécifique qui mettait en lumière, mais le seul, parce que j'y pense, parce que Visual Studio Code, quand tu es dans un répertoire de non-confiance, tous les Unicode, tout ce qui est en dehors du ASCII 127 sont affichés vraiment apparents, sont identifiés. Mais je regarde dans les logiciels de courriel, puis on n'a pas ce genre d'affichage-là quand tu as cette espèce d'anomalie-là qui apparaît, qui est un Unicode dans une zone qui historiquement, on n'avait pas d'Unicode dans ces zones-là. On n'avait pas, c'est même pas, on parle même d'Unicode, c'est même pas de ASCII, c'est du ASCII 127, là, ça arrêtait la première moitié. La deuxième moitié de la table ASCII, qui contient les accents, entre autres, les lettres accentuées, n'était pas prise en charge. Puis là, bon, bref. On est vraiment, mais les clients de courriel, parce que je n'ai pas vu d'un client de courriel qui l'affiche ouvertement ou il filtre avant, puis je l'ai juste jamais vu. Là. Ben moi, ce que j'ai pas fait l'essai non plus, mais de ce que je peux voir, les browsers, les navigateurs devraient afficher les vrais caractères, le vrai Unicode. Donc, si on essaie d'avoir un I là, comme cyrillique dans Microsoft, on aurait un XN-, on aurait le Microsoft-K99a.com. Fait que, au niveau d'un navigateur, ça serait assez frappant, mais au niveau des clients courriels, comme ils interprètent du HTML, souvent, ça aurait tendance à être présenté. Donc, ça va plus être utilisé le Unicode pour les liens, plus pour les hyperliens mis dans les courriels, plutôt que pour le domaine d'envoi, là, où là, ça va plus être la substitution de caractères classique. Là. Les autres techniques, justement, dans les noms de domaine de substitution, on va avoir comme je te dis, les trucs qui inspirent confiance, les Mail Delivery System, les support-nom de la compagnie, des trucs comme ça vont souvent inspirer la confiance, même si c'est pas exactement le même nom de domaine. Et après ça, on a l'embarras du choix, puis on se met à utiliser le nom de la compagnie en tant que sous-domaine d'un domaine qu'on vient d'acheter pour faire des attaques. Donc là, on a tout à fait le champ libre. Quelques exemples. On veut pas que les gens s'y mettent, mais d'un autre côté, si vous avez l'intérêt de faire quelques tests dans vos labs, puis ensuite protéger un peu plus Internet, vous pouvez aller sur GoDaddy, Google Domain, selon votre choix. On a des sites, par exemple, avec ca-en.site. Les nouveaux domaines disponibles aujourd'hui là, permettent des choses assez intéressantes. Donc, si j'achète ca-en.site, puis que je mets après ça en sous-domaine le nom d'une compagnie connue, ben le ca-en, ben, ça a l'air que c'est la page web, version canadien-anglais.site. Bon, quelqu'un qui est plus en IT là, trouverait ça assez suspect, mais monsieur, madame, tout le monde, là, ça passerait assez facilement. Donc, il y en a encore surprenamment beaucoup de domaines comme ça, assez courts, là, avec les US-N, les CA. Donc, des techniques assez intéressantes. Puis, ben là, pour 2-3 $ par année avec les promotions chez GoDaddy, vous pouvez prendre ce domaine-là. C'était notre dernier épisode sur le démarque. On va barrer ce domaine-là pour pas qu'il y ait d'envoi, pas qu'il soit utilisé. Fait que pendant au moins 1 an, ce domaine-là va être barré, ne pourra pas être exploité avec les sous-domaines qu'on pourrait y rajouter. Entre autres, c'est des belles stratégies. Puis là, tant qu'à parler de URL, il y a tous les shorteners, là, les Bitly, TinyURL de ce monde, qui viennent rajouter une couche de complexité sur ce genre de choses-là parce que, justement, qu'est-ce qui se cache en arrière d'un Bitly ou qu'est-ce qui se cache en arrière d'un autre raccourceur de URL comme ça? Les grandes compagnies en ont toutes acheté, là, LinkedIn, YouTube, ça, ils ont tous leur domaine en raccourci. Mais c'est juste les grandes compagnies qui ont ça. Quand on arrive moindrement en dehors de ça, on se trouve avec un Bitly bien standard, puis avec un morceau aléatoire, un peu comme les URL de Teams. C'est impossible de savoir si celui-ci est légitime ou pas, ou il nous amènera pas dans un endroit obscur dans lequel on veut pas aller. Là. Ah ouais, puis ben justement, les URL Teams et Zoom, là, comme tu le disais, sont tellement longs et tellement remplis de charabia
Avec la technique du sous-domaine, là, on n'a pas besoin d'avoir le domaine parfait pour faire de l'exploitation. En autant qu'on se met un sous-domaine de Teams suivi d'une longue chaîne de caractères random, point, bon, notre domaine qui pourrait être quand même assez évident. Étant donné qu'il y a Teams au début puis qu'on suit le type de lien normalement fait par Teams, ça risque de passer. Après ça, au niveau des liens, bon, on va parler beaucoup des liens, étant donné qu'au niveau c'est vraiment du vecteur d'entrée, la première vérification, le premier drapeau rouge, comme on dit, avec le display name puis l'adresse courriel. Bon, si des marques est en place, c'est les substitutions de caractères ou les ajouts de mots avant, après, avec des tirets support, des tirets service, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas beaucoup de variations possibles. Après, c'est vraiment au niveau du courriel, comment on peut faire passer notre URL malicieux plus facilement sans avoir de détection. C'est évident qu'il y a des mots qui sont vérifiés constamment par les filtres courriels, tout ce qui est PayPal, Microsoft, tout ce qui est fait notion d'urgence, c'est des mots qui sont quand même captés par les filtres. Puis si on a plusieurs conditions remplies, ben là, c'est flagué en tant que spam, voire phishing. Le truc, encore une fois, substitution, premier truc. Ensuite, il y en a un autre, tu as sûrement déjà vu les caractères de grosseur 0 ou de grosseur 1. Oui, pour cacher des choses. Exactement. Donc, on peut avoir, par exemple, un domaine qui serait, par exemple, PayPal, mais où on rajoute DL, DI, tout ça. Donc, notre vrai domaine sera pas PayPal, mais si on met les lettres supplémentaires qu'on a ajoutées, on les met en grosseur 1. C'est pas mal difficile à distinguer à l'œil nu. On a aussi surtout le fait d'avoir tout ça des pages web dans le fond qui s'affichent dans nos navigateurs, dans nos clients courriels, on le voit pas ces affaires-là, puis sont capables de le tricher facilement. Ce stratégie comme le pixel qui est invisible, mais le pixel 1 qui est justement qui est sur la même stratégie, il est juste plugué puis on le voit pas parce qu'il est trop petit. Exactement. C'est une autre façon aussi de briser les mots qui seraient détectés par les fils courriels. Donc, dans nos mots qui parlent d'urgence, dans notre Microsoft, ainsi de suite, on peut mettre des images de pixels, de 1 pixel entre les lettres. Donc là, on vient briser le mot. Donc, c'est pas interprété comme un seul mot, mais comme des bribes de lettres, de syllabes seulement. Il y a aussi vraiment des caractères Unicode. Ce qu'on appelle les ZWASP, donc les Zero Width Space. Donc, il y en a quelques-uns. Là, on a vraiment le space, on a le non-joiner, joiner, le no-break, le digit zero. Donc, des caractères Unicode qui peuvent être insérés. Puis, quand le client courriel interprète l'HTML, ben ça l'apparaît comme juste invisible. Il y a 0 espace, mais ça vient briser le mot. C'est rendu deux morceaux. Je vais profiter aussi de faire une parenthèse parce que tu as parlé des sentiments d'urgence, des choses comme ça. Puis, tu sais, il y a un peu d'inquiétude qui a été soulevée avec l'apparition de ChatGPT, la démocratisation du AI et ChatGPT, entre autres. Puis, pour avoir parlé avec certaines personnes de compagnies de filtrage de spam, ils disent qu'essentiellement, ils n'ont pas vu de modification, même si le courriel est mieux écrit. De façon générale, moins de fausses, des choses comme ça. La réalité, les moteurs de recherche, les moteurs d'analyse qu'ils utilisent vont justement détecter l'urgence et la façon que le AI crée l'urgence, c'est exactement la même façon que l'humain. Fait que ça donne cet élément-là de détection demeure le même. Ça, c'est juste que maintenant, ils font plus de fautes. C'est autre chose, puis c'est rendu peut-être au point où maintenant, quand on n'a pas de faute, vous êtes plus suspicieux face à celui-ci qu'un courrier qui a des fautes parce que maintenant, il est trop bien écrit. Donc, on peut commencer à présumer que c'est plus du AI avec des intentions malicieuses cachées en arrière. Là. Ben oui. Très bon point sur ça. C'est sûr que les AI génératifs devraient pas normalement inventer des nouvelles techniques de contournement des fils courriels. Comme tu dis, c'est plus faciliter la génération de texte. C'est pour l'avoir utilisé, je pense que ce qui ressort en général, l'un des meilleures utilités de ces AI-là, c'est
pour nous aider à écrire, pour nous aider à trouver des nouvelles tournures de phrases, comment dire quelque chose différemment. C'est excellent à ce niveau-là. Ensuite, on a une technique assez intéressante aussi. Je sais pas si tu l'as vu en production, faire passer le message comme une image carrément. Oui. Puis moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un URL caché en dessous. Tu cliques sur l'image, puis tu es redirigé vers un domaine qui est toxique, là. Exactement. Donc, ça peut être vraiment un URL où l'image est le lien, ou ça peut être une image qui est pas cliquable, mais dans lequel on va avoir un URL, tu verras en bleu surligné comme un lien. Donc là, on va demander à la personne littéralement de taper le courriel, mais elle va juste se dire le lien est brisé, puis elle va aller dans son navigateur taper. C'est sûr que ça, on va pas prendre les gens qui sont dans le IT, dans le domaine des technologies, mais pour des gens moins informés, ça pourrait marcher. Puis analyser une image, là, pour l'instant, c'est pas mal impossible là, pour les fils courriels d'aller lire le texte à l'intérieur d'une image. Ouais, c'est l'aspect qui me fascine énormément, puis j'imagine qu'on a un manque d'éducation des utilisateurs. On l'avait avec le PDF, par exemple. Tu as un PDF qui est inoffensif, c'est-à-dire que juste à l'intérieur de celui-ci, il donne l'instruction. Il donne dire, t'as tel genre de document qui t'attend à telle URL, clique sur l'URL. Fait qu'on est sorti du monde du courriel, on est rendu dans un PDF. Fait que là, on est plus protégé par tout ce qui vient du côté du courriel, là, la belle protection qu'on a développée avec les années. Là, on se retrouve juste avec le maudit PDF qui est pas filtré puis il va aller direct en cliquant sur l'URL, puis on se retrouve à downloader le payload comme on le faisait historiquement avec le courriel directement. Maintenant, c'est indirect, mais ça me fascine. Les utilisateurs, ils vont cliquer sur le maudit lien ou vont jusqu'à, comme tu dis, ils vont comme retaper le lien. C'est terrible. On leur demande de travailler pour se mettre dans le pétrin, puis ils font, puis ils vont. On a comme quelque chose qu'on a raté dans notre éducation. Exactement. Ben oui, ça, bizarrement, les gens souvent ils se donnent quand même beaucoup de misère pour arriver à se compromettre, mais c'est souvent une question de contexte. Hein. C'est vraiment beaucoup le contexte qui est dans le courriel. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est pas mis en contexte, qui arrive un peu de nulle part, les gens vont pas le suivre. Mais tu sais, si c'est comme ça vient de ton département IT ou ça vient d'un fournisseur, puis on te demande de suivre un tutoriel, puis tu sais, c'est important pour la nouvelle mise à jour, ou tu sais, une fois avec le sentiment d'urgence, puis on va y faire à croire qu'il va se protéger en suivant ces instructions-là. Donc, c'est beaucoup de la manipulation là, du social engineering, vraiment faire à croire que c'est légitime. Puis après ça, les gens peuvent travailler surprenamment fort pour venir à terme d'accomplir ce que l'attaquant voulait. Donc ensuite, tu sais, cette image-là, elle peut être vraiment imbriquée dans le courriel. Elle peut venir aussi de l'externe, donc pointer vers un URL source. À ce moment-là, évidemment, le courriel va apparaître. Normalement, le contenu externe est bloqué. Donc, il va falloir que la personne accepte le contenu externe. Mais c'est aussi encore assez monnaie courante d'avoir besoin de permettre le download de contenu externe parce que la façon que les courriels sont bâtis, souvent les courriels corporatifs ou de marketing incluent tellement d'éléments dans leur courriel qui sont des images avec des sources en URL qu'on est comme rendu habitué de cliquer sur ce bouton-là, malheureusement. Et donc là, on va permettre de downloader l'image. Ça pourrait permettre de downloader autre chose aussi en même temps via le code. Donc ensuite, Fund Zero, comme on en a parlé. Finalement, un élément que j'ai vu aussi récemment, je crois que tu en as vu toi aussi au niveau des codes QR. C'est vraiment la nouvelle mode là, ces temps-ci. Ça fonctionne assez bien, malheureusement. Hein. Le confinement nous a habitués à scanner des codes qui traînent sur une table. Les maudits, un restaurant, il n'y en a plus de menu. C'est tous des codes QR sur les tables. Fait que là, on a entraîné les gens à faire ça. Fait que maintenant, on voit un code QR. On va scanner. Paf! Ah ouais, exactement. C'est drôle à quel point on a banalisé le code QR. Hein. C'est rendu une chose comme une autre. On se doute pas qu'il peut y avoir quelque chose de malicieux de l'autre côté.
Pré-confinement, on faisait, faites pas ça, c'est dangereux, allez pas, nan. Confinement, pouf, on a tout abandonné, tout ce qu'on a fait avant, toute l'éducation, la sensibilisation, on a fait, et puis parti en fumée après 3 ans de confinement. Là, plutôt 3 ans, parce qu'il y a 3 ans quand le confinement a commencé. Là. Puis ça a tout disparu, les restaurants sont tout contents, ils ont des codes QR, mais nous, oui, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, celui que j'ai vu passer, c'est authentification Microsoft. Donc, ça se fait passer pour Microsoft, puis ça dit comme pour un second facteur d'authentification. Encore, on exploite quelque chose qu'on a appris aux gens que là, tu sais, il faut utiliser son appareil mobile pour faire de la double vérification. Donc, on leur a appris à truster ces mécanismes-là, de dire il faut comme qu'il y ait quelque chose qui arrive dans ton cellulaire, que tu le remettes sur ton ordinateur, un code, puis ça va t'authentifier. Donc, on exploite, encore une fois, ce qu'on a inculqué aux utilisateurs. Donc, on leur dit scanner un code QR, ça va ouvrir votre application Authenticator, ça va vous permettre de compléter la connexion. Oui, puis l'enrollment de Microsoft Authenticator, c'est un code QR. Fait que les gens font juste le lien comme ça. Discord permet le login sur le client lourd. Il t'affiche un code QR, tu scannes, puis pouf, tu te logs sur ton. Fait que tu sais, même nous, on a participé à ce problème-là de banaliser le code QR comme étant un élément de sécurité utilisé par les outils de sécurité. Fait que là, on est comme peinture, on s'est comme peinturé à temps, on va trouver d'autres choses, mais c'est vraiment chaleur à quel point les attaquants sont rapides à utiliser nos stratégies d'authentification, entre autres. Là. Exactement. Et un autre aussi que j'ai vu passer récemment qui est troublant, qui vient exploiter ce que les gens en sécurité, ce que les équipes IT à l'interne ont inculqué aux utilisateurs, vérifier les liens. Tu sais, on passe la souris sur un hyperlien puis on regarde où ça l'amène. On peut utiliser simplement un paramètre title dans HTML pour donner un titre à un hyperlien. Donc, quand tu passes ta souris sur un hyperlien, on peut afficher le site qu'on veut en tant que titre. Donc là, il va y avoir en fait un doublon. Tout de suite en dessous de l'hyperlien, on va avoir le title HTML qui va s'afficher. Puis dans le coin de ton navigateur ou de ton client courriel, devrait y avoir aussi le vrai hyperlien. Tu le vois que ça l'apporte au bon endroit. Donc là, on est encore victime de la sensibilisation qu'on a faite. On s'est fait prendre dans notre propre jeu. Oui, on est toujours coincé dans cette zone-là. Là. Exactement. Bon, ben écoute, ça fait quand même beaucoup de techniques qu'on a passé en revue aujourd'hui. Puis je pense qu'on a nommé quand même beaucoup de points qui sont quand même exploitables. Si les gens veulent les tester dans des contextes de lab pour se familiariser avec tout ça puis être des meilleurs défendeurs, allez-y, il faut se former, il faut s'habituer à détecter ces choses-là. Mais on rentrera pas plus dans le technique, évidemment, parce qu'on veut pas non plus trop enseigner à quel point ça peut être facile d'exploiter les gens et les employés des grandes compagnies. Donc non, effectivement, on est là pour donner des moyens défensifs et non des moyens offensifs. Là. Exactement. Au niveau offensif, il y a quand même beaucoup d'informations aussi qui se partagent. C'est une bonne chose parce qu'on doit préparer les meilleurs, ce qu'on appelle dans le domaine les red teams. Donc, on doit avoir les red teamers, les plus aguerris possibles pour prouver aux équipes TI, aux équipes sécurité interne à quel point il y a des vulnérabilités. Puis, il faut continuellement améliorer nos contrôles, améliorer la formation. Donc, si les gens ont de l'intérêt envers l'offensive, on va laisser les experts offensifs s'occuper de ça. Il y a plein de belles conférences et formations disponibles à ce niveau-là. Y compris plusieurs de mes collègues chez KPMG Canada en sécurité offensive sont aussi très généreux de leurs conseils et de leurs connaissances. Oui. Merci beaucoup. C'est très intéressant d'avoir abordé tout ce volet-là. J'espère que les gens vont justement tirer tout le bénéfice de nos expériences avec la protection des courriels. Exactement. On va souhaiter que ça ait permis d'éviter quelques compromissions
dans les prochains temps. C'est toujours un plaisir de te parler, Nicolas. Toujours agréable comme conversation. Plaisir partagé.